Oui, donc on a travaillé sur ce premier atelier sur les points de convergence et de divergence qu'il pourrait y avoir entre les différents établissements. Et donc là, sur ce premier tableau, vous avez la cartographie des personnels qui sont communs donc, à l'ensemble des établissements. On s'aperçoit que les corps administratifs posent pas trop de difficultés puisqu'on est tous sur des corps à peu près interministériels. Et que tout cet ensemble de corps communs avec les contractuels relevant du décret de 86 représente environ 965 personnes. Ensuite, sur les bulles à côté, vous avez les divergences qui sont essentiellement sur les statuts d'enseignants. Chaque entité a des statuts propres pour le corps enseignant, sachant qu'en ce qui concerne l'EAVT, les statuts sont en cours de réforme et devraient se rapprocher de ceux qui ressemblent au corps des enseignants de l'UPEM. Vous avez les chiffres, les nombres, un peu dans les statuts propres à chaque école. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Des corps spécifiques pour chacun et une masse de personnel très importante dans chaque établissement par le AVT qui est la petite souris de l'ensemble. Voilà. En fait, on aurait dû vous dire peut-être en introduction, sur la partie RH, il y a en fait beaucoup de domaines. Et donc, on a listé des thèmes sur lesquels on a travaillé en priorité. Et l'atelier RH donc, se tient en 2 temps. Il y a un nouvel atelier qui sera prévu donc, lors du séminaire de Salon Marseille, ce qui nous permettra de travailler sur d'autres thèmes, sur des points de convergence et aussi noter les points de divergence pour voir comment on peut soit s'en rapprocher, soit continuer en parallèle. Donc, concernant la partie formation des personnels, on a fonctionné exactement de la même manière. On a établi donc les points communs, puis fait quelques remarques sur les particularités de chaque établissement. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas non plus totalement exhaustif dans la mesure où il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas pu non plus faire le tour de la question en profondeur. Donc les points communs, nous avons tous un plan de formation, un budget dédié avec un accès aux formations ministérielles, une gestion centralisée des demandes de formation, une gestion budgétaire partagée entre un service de DRH et un service financier, une prise en compte des entretiens professionnels pour l'élaboration des offres de formation, pas de gestion du DIF CPF à proprement parler, et une pratique de la mutualisation à différentes échelles selon les établissements. Après, au niveau des particularités, l'IFSTAR et l'UPEM font appel tous deux à des formateurs internes. L'une des particularités de l'UPEM, c'est que nous avons une commission de formation pour les demandes hors plan, un catalogue spécifique en plus de l'offre du plan de formation. Le AVT a une offre de formation spécifique pour les contrats d'avenir, traite les demandes au fil de l'eau avec une dématérialisation à venir. Côté UPEM, la dématérialisation, elle est totale. Côté USTAR, il y a un marché public qui est établi avec la CEGOS, c'est une commission de formation qui valide le plan de formation. Et côté SIE, un catalogue de formation et un budget géré également par le CCIR et un logiciel dédié, tout comme à l'UPEM. Voilà. Donc sur la mobilité, donc même chose, hein, on retrouve effectivement des points communs et des similitudes. Alors pour certains des établissements, puisque notamment pour l'IFSTAR, l'UPEM ainsi que le AVT, on peut avoir des campagnes annuelles. Donc ça va concerner qu'une partie du personnel, c'est-à-dire des campagnes annuelles avec un calendrier très précis, que ce soit par rapport aux demandes, que ce soit par rapport à la réception et au traitement donc ça s'inscrit dans un calendrier national. Et à côté de ces campagnes nationales qui vont concerner qu'une partie du personnel, on va avoir donc les campagnes au fil de l'eau, c'est-à-dire que tous les agents au sein des établissements peuvent postuler tout au long de l'année par rapport à une liste de postes vacants qui est régulièrement mis à jour et qui est consultable tout au long de l'année. Donc ça, on le retrouve sur la plupart des établissements,
à part l'essier, j'y viendrai un petit peu plus tard, qui a sa particularité, notamment parce que le personnel n'est pas un personnel sous statut fonction publique, mais c'est un personnel sous statut chambre consulaire. Donc, aussi sur les points communs, donc on a recours à la BIEP. Donc, pour beaucoup, vous connaissez, c'est la bourse interministérielle à l'emploi public. Donc ensuite, pour aborder plus les cas particuliers, alors je vais insister surtout sur l'essier qui, comme je l'ai dit, est sous statut consulaire, donc avec une publication mensuelle ou bimensuelle des postes vacants par la Chambre de commerce. Et donc un service de mobilité, alors il ne parle pas de campagne de mobilité, mais en tout cas un dispositif de mobilité qui est propre à cet établissement. Voilà, donc on va passer ensuite au recrutement. Alors le dernier item, sous-domaine, sur lequel nous avons travaillé, c'est sur le recrutement, commencer à discuter. Il y a des points communs et des divergences. Sur les points communs, on est tous dans un même mode d'organisation sur l'expression de besoins au plus près et après des arbitrages. On recrute des fonctionnaires ou des contractuels par voie de concours ou par autre position administrative. On a tous, alors qu'il y a une divergence, mais du coup on a quand même tous ce monde de fonctionnement, on a tous des gestions en propre et des gestions déconcentrées avec nos ministères de tutelle, voire des organismes de rattachement intermédiaires. Et on embauche tous des CDD sur contrat de recherche. Après, nous avons des spécificités en fonction des corps de recrutement, puisque dans le premier slide, vous avez vu qu'on a une multitude de statuts, et donc chaque statut a ses propres règles de recrutement. Et ensuite, on a aussi des calendriers de recrutement qui sont différents et qui sont souvent en fonction de notre activité, qu'on soit une école ou un organisme de recherche. Forcément, on n'a pas les mêmes calendriers de prise de poste non plus. Voilà. Alors, j'appelle donc la recherche, dynamique de l'organisation de la recherche dans les établissements. Du coup, je vais me présenter, Régis de Montigny. Je suis à l'IFTAR en charge des relations avec les partenaires économiques. Donc, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris ce que c'était qu'un BQR, un SBQR, un BRAUP, un CRCT, un ATER. Je vais essayer de ne surtout pas vous parler de ça, mais plutôt de vous montrer un peu la logique qu'on a essayé de faire sur les actions incitatives. Bon, alors déjà, je pense que comme j'étais celui qui connaissait le moins la chose, c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire le rapporteur, ce qui est souvent intéressant. Vas-y. Alors, bon, nous étions 15 participants, de l'ensemble des établissements présents. Donc, on a d'abord attaqué la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un outil incitatif? L'état des lieux. On a regardé un peu les différences et similitudes. Et puis, bien sûr, on a proposé un travail pour un groupe futur à constituer. Vous allez le voir. Donc, la définition, déjà, on entend par moyen incitatif finalement les moyens où l'établissement a vraiment la main dessus, où il peut décider de ce qu'il peut faire de ses financements. Donc ce ne sont pas des contrats de recherche, ce ne sont pas des soutiens BRAUP propres à l'EAVT par exemple, ce ne sont pas des subventions ministérielles, d'accord ? C'est tout le reste. Alors l'état des lieux, alors il y en a beaucoup. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ne sont pas pareils. Alors, il y a des soutiens incitatifs pour des actions précises, donc qui s'appellent BQR, Super BQR à l'UPEM. Il y a des animations de réseau à l'IFTAR, il y a des initiatives ciblées à l'IFTAR, il y a des collaborations structurantes de recherche, il y a des soutiens à manifestations, il y a des adhésions à les sociétés savantes. Il y a ce qu'on appelle des CRCT, c'est quoi? C'est un congé de recherche, voilà, merci. Il y a des décharges d'enseignement, il y a des délégations possibles, des mobilités internationales, entrantes et sortantes. Il y a ce qu'on appelle, il y a aussi des actions d'animation, par exemple les animations d'AXE à l'IFTAR et de manière encore plus concrète, ce qu'on appelle des projets fédérateurs.
Les investissements scientifiques, on n'est pas trop rentré dans le détail, parce que c'est relativement complexe. Pour comprendre le mécanisme, c'est une ponction qui est faite sur les contrats qui rentrent dans l'établissement. Sur certains établissements, il y a des dotations de base, plus ou moins importantes, on va en parler. Il y a des stages, il y a des contrats doctoraux, donc les postes d'ATER, attachés, temporaires. Ah, voilà, merci. Et à contrario, il n'y a pas de moyens humains directs, hormis les stages et les contrats doctoraux. Par exemple, il n'existe pas d'action incitative pour avoir du temps pour développer un logiciel. Une fois que l'état des lieux est fait, on va regarder un peu les différences et les similitudes. Alors, il y a des points communs, ce qui est intéressant, ce qui sera plus facile comme ça de fusionner, hein, mais qui sont sous des formes un petit peu différentes. Donc, le BQR est un guichet unique, finalement, qui permet de faire plein de choses un peu différentes, alors qu'à l'IFSTAR, on va trouver plutôt des actions plus distinctes. Au niveau de la dotation de base, on a pu faire le distinguo entre l'IFSTAR et l'université. Elle est assez faible à l'IFSTAR, elle est de l'ordre de 100 000 € au niveau d'un département, ce qui veut dire à peu près 5 à 10 000 € par labo. Par contre, elle est plus importante à l'UPEM, mais avec un écart type plus important, en moyenne de 50, mais ça peut peut-être aller de 10 à 100. Et bien sûr, elle est vitale pour certains labos de l'UPEM, d'où l'importance de cette dotation de base. Alors, on a beaucoup échangé sur les contrats doctoraux. À l'UPEM, c'est un fléchage niveau école doctorale, et donc il y a 5 écoles doctorales à l'UPE. Il y a une sélection des candidats et des sujets par école doctorale. Bon, on peut retenir qu'il y en avait 24 en 2017 et il y en avait seulement 3 qui n'étaient pas fléchés école doctorale. À l'IFSTAR, même ordre de grandeur, il y en a 25. Par contre, il n'y a pas de fléchage, ni par labo. Donc en fait, c'est une sélection de sujets qui est faite et ensuite une audition au niveau de l'IFSTAR. À l'ESSIE, il y a eu un contrat doctoral. Et à l'EAVT, ça dépend du fameux BRAUP, bureau. Merci. Merci beaucoup. Un thème aussi qui nous a fait pas mal échanger, c'est la politique sur les durées de thèse et le financement de ces thèses. Voilà. Donc voilà justement un peu le sujet qu'on voulait ouvrir et donc mettre en place un groupe de travail sur les politiques doctorales avec les différents items qu'on voulait vous proposer. Donc d'une part la durée des thèses, parce que le problème en fait est de la maîtrise de la durée des thèses selon la discipline. Et donc l'idée ce serait peut-être de mieux organiser la phase d'avant-thèse, peut-être prévoir des contrats spécifiques pour mieux préparer le sujet. L'organisation même des contrats doctoraux, est-ce que ce sera une juxtaposition entre les différents établissements ou un rapprochement, une unification? Et puis enfin une discussion sur le financement des doctorants. Je crois que j'ai fini. Voilà. Bravo. Donc, nous passons maintenant au groupe Recherche ouverte sur la société. Quelle implication du citoyen dans la recherche? Voilà. Vous avez une... Donc bonjour. Donc on va être deux à restituer cet atelier. Bon, juste pour me présenter très rapidement, je m'appelle Pierre Romont, je suis postdoctorant dans le laboratoire d'acoustique environnementale, IFSTAR, sur le site de Bougnay. Donc je travaille sur les environnements sonores. Tout d'abord, cet atelier, ça fait partie d'un fil rouge sur l'open science. Donc, je sais pas, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà participé à ces ateliers ou qui connaissent déjà bien l'open science, mais très rapidement, on est parti sur une définition parapluie de l'open science, qui regroupe à la fois un esprit d'ouverture, donc ça peut être soit à travers l'open access, l'open data, vous avez déjà entendu ces termes,
l'ouverture des ressources d'enseignement à travers les MOOC, par exemple, ou des codes sources à travers l'open source avec des logiciels comme Linux, par exemple. Ça intègre aussi tout ce qui est intégrité scientifique, la transparence de la démarche scientifique, l'ouverture, l'éthique de la recherche, etc. Ça intègre toute une partie d'espaces d'échange qui sont à la fois physiques, des endroits où on peut échanger avec une grande variété de publics, mais aussi numériques, des plateformes, des outils de collaboration sur certains projets. Et puis il y a une dernière partie dans cette définition, c'est la mobilisation et savoir. Et c'est plus sur cette partie qu'on s'est focalisé dans cet atelier, c'est tout ce qui est open innovation, sciences citoyennes, sciences participatives, recherche participative. Vous avez sûrement déjà entendu ces termes. On va en reparler là dans la restitution. Le titre de l'atelier 4, très spécifiquement, c'était quelle implication du citoyen dans la recherche. Et donc, pour être plus concret, on était 15 participants dans l'atelier. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait une grande variabilité d'origine. Tous les établissements étaient représentés, ou presque, il manquait l'UNSG, si je ne me trompe pas. C'était aussi multisite, il y avait une variété de sites, une variété de disciplines au niveau de la recherche, représentant des sciences pour ingénieurs aux sciences humaines et sociales. Et puis, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il y avait une diversité des profils. Il y avait du personnel administratif, documentation, gestionnaire de contrats, des chercheurs. Et puis aussi, au niveau de l'expérience, il y avait des gens qui participent en tant que citoyens à des projets de recherche participative, plus ou moins intensément, mais il y avait ces choses-là. Au niveau des... Il y a une partie de l'atelier, après, ça a été un peu de faire un retour sur expérience où chacun a raconté est-ce qu'il avait participé à une recherche participative, est-ce qu'il avait mis ça en place dans son laboratoire. Et donc, voilà, c'est ici. Donc, je vais juste vous faire un petit résumé de quelques actions. D'abord, il y a tout un ensemble d'actions qui sont, enfin, de recherches qui sont faites plus le citoyen impliqué à travers la collecte de données, un peu comme les collectes naturalistes, où voilà, depuis 1900, je crois, aux États-Unis, les gens, tous les ans, au mois de décembre, donnent le nombre d'oiseaux qu'ils voient par leurs fenêtres, les astronomes amateurs qui contribuent. Dans cette optique, il y a, j'espère que je ne me trompe pas, Estelle de l'EAVT, qui participe par exemple à un programme de neutrinautes, donc c'est des gens qui donnent leur information sur leur habitude alimentaire, etc., pour enrichir des bases de données scientifiques. Et puis en échange, il y a un retour des scientifiques par des outils, par exemple, de vulgarisation, etc. Il y a aussi eu un retour d'expérience sur le crowdfixing. Donc, c'est tout ce qui est open source par rapport au code. Par exemple, j'ai donné l'exemple dans notre laboratoire, dans notre équipe, on met nos codes en ligne. Et du coup, il y a vraiment une participation des citoyens. Alors pour le coup, qui sont vraiment experts, puisqu'ils savent lire un code informatique, ils savent y contribuer. Mais il y a un échange direct entre le chercheur et ces gens qui vont soit relever juste des erreurs dans le code, des bugs, mais qui peuvent aussi éventuellement les corriger ou faire un retour critique sur le code en tant que tel. Il y a quelqu'un aussi, Claire Tollis, si je ne me trompe pas, qui a fait qui a parlé aussi de tout ce qui est co-création du projet de recherche en tant que tel. C'est-à-dire que sur un terrain d'études particulier, ici c'était dans le Nord, définir le sujet de recherche avec les gens qui vivent sur ce terrain d'études, aller les rencontrer avant même d'avoir créé le sujet de recherche. Et à son sens, ça faisait vraiment sens pour son étude. Ça permettait de ne pas arriver comme ça avec des questions préconçues et puis de se retrouver un peu déstabilisé, mais prendre ça vraiment plus en amont. Et quelque chose qui était un peu transversal, c'est qu'à chaque fois, pour toutes les expériences, il y avait un rapport un peu multiple à ce sujet, notamment à travers le fait que chacun a une définition un peu différente du citoyen. Pour certains, enfin pas différente, mais pour certains, c'était plutôt des experts qui allaient contribuer sur leur projet, d'autres des non-experts, d'autres habitants, des usagers, etc. Et que c'est vraiment quelque chose de transversal qui revient à chaque fois. Voilà, pour vous, le citoyen qu'il faut impliquer, quel type de citoyen, comment, etc. Il y a quand même quelque chose qui revient aussi de manière importante, c'est l'importance de ce qu'on pourrait appeler les ambassadeurs, c'est dans toutes les actions qui ont été présentées. On voit que c'est important, par exemple, quand c'est des associations, l'université vient en appui sur des programmes d'associations. Ces associations, c'est des citoyens qui s'impliquent plus que les autres, qui sont ambassadeurs, et c'est vraiment très important, je pense qu'Olivier reparlera dans les enjeux, d'avoir ces personnes entre les chercheurs et un individu qui n'a pas connaissance ou qui ne s'intéresse pas plus que ça au projet a priori. Et puis il y a quelque chose qui n'a pas été
présenté dans nos expériences, mais on a discuté un petit peu, c'est l'application du citoyen sur ce qui est analyse des résultats, interprétation, etc. On n'a pas eu une grande discussion là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui existe, je voulais juste le mentionner. Je vais passer la parole à Olivier sur les enjeux. C'est ça. Merci Pierre, je vais être rapide. Donc Olivier Brossard, je suis maître de conférence à l'UPEM et je travaille sur la poésie américaine. Donc quels sont les enjeux de notre atelier? Il y avait des questions d'identité, de visibilité et d'accessibilité. Notamment une culture d'ouverture pour le futur établissement qui soit littérale, c'est-à-dire une culture d'ouverture sur le campus, sur la ville, sur les territoires, les populations des différents sites, mais aussi les personnels des différents établissements. Donc cette idée d'ouverture aux citoyens pourrait être un affichage selon différents formats et modalités, proposé comme une possibilité pour les chercheurs et enseignants de recourir aux citoyens et non une contrainte, ce qui pose un certain nombre de questions de méthodologie, c'est-à-dire d'identification des citoyens avec lesquels les chercheurs souhaiteraient travailler, qui souhaiteraient solliciter et avec lesquels ils souhaiteraient travailler dans leur recherche. Enfin, il y a donc plusieurs dimensions que je vais juste citer très rapidement: politique, éthique, démocratique, sociologique, culturelle, et aussi et surtout on a insisté là-dessus, critique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des retours de la part des citoyens sur la recherche en cours ou la recherche accomplie. Il a été insisté sur les différentes notions, je vais juste lister: les territoires, la valorisation des liens avec les étudiants, ou pour les étudiants par le biais de CTS, l'identification de relais pour faire le lien entre l'université cible et le monde de dehors, les citoyens, la création d'une culture commune aux différentes entités de la future université et l'importance accordée à la formation, mais aussi à l'enrichissement des savoirs. On a parlé des espaces de controverse. Enfin, et il me reste 2-3 phrases, donc de nombreuses questions demeurent suite à cet atelier et il serait possible de créer, si les uns et les autres le souhaitaient, un groupe de travail sur ce sujet, de façon à ouvrir un espace de réflexion plus approfondi. Enfin, il a été évoqué la possibilité de créer une structure au sein de l'université à venir qui permettrait de faciliter, de dynamiser le rapport aux citoyens. Tout cela dans le cadre d'une responsabilité sociale. Et j'en termine, je voudrais remercier vivement Marie Excofon-Gagnou et Céline Rousselot, Corinne Brusque pour leur aide à la préparation de l'atelier. Et mon co-animateur Pierre. Merci à vous. Merci. Merci à l'École d'architecture de nous accueillir. Mais de rien. Donc maintenant, on passe au groupe Résistance ou Résilience des villes au changement climatique. Oui, donc bonjour à tous. Donc Eric Bessman, je suis responsable de projet donc au sein de l'équipe appui au montage de projet de l'IFSTAR. Bon, c'est dire que je suis un éminent expert de tout ce qui est effectivement résistance et résilience, surtout donc en milieu urbain. Donc moi, avant, je remercier d'ailleurs tous les membres du groupe qui a travaillé sur cet atelier donc dès le démarrage, puisque bien entendu, par rapport aux différentes idées qu'on a pu exprimer, donc c'est eux qui vont m'aider, je dirais, au fil de l'exposé, du moins j'espère, pour compléter tous les éléments riches que nous avons pu rassembler sur ce sujet qui, vous allez voir, est vraiment vaste et a suscité pas mal de débats. Comme il se doit, juste présenter donc le groupe. Donc nous étions effectivement forte représentation, donc IFSTAR, nous étions 5, mais quand même aussi un panel où nous avions donc une personne de l'ESSIE, une personne de l'IVP et une personne de l'EAVT.
Alors, dans le groupe, comme je vous le disais, débats donc très riches, très animés, qui ont même dépassé, j'allais dire, le contexte du changement climatique. Nous avons identifié un certain nombre de, on va dire, un certain nombre de sujets, un certain nombre de domaines qui nous semblaient rentrer véritablement dans cet aspect résilience dans le domaine, donc en milieu urbain. Donc là, donc en fait, on a dans un premier temps, donc on a identifié donc ces 5, on va dire 5 pavés, donc 5 sujets, pour ensuite essayer de lister un petit peu plus des sujets ou des préoccupations ou des propositions même qui rentraient effectivement dans ce sujet résilience. Donc les 5 pavés que nous avons identifiés donc, sur les aspects donc, architecture, les aspects génie urbain, génie civil, les aspects, donc effectivement, l'aspect aussi mobilité et le lien avec les citoyens. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, des choses sur lesquelles je vais vraiment me reposer sur mes collègues, puisqu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément très à l'aise, je veux dire, compte tenu de mon domaine. En fait, l'idée, c'était ça, c'était en gros résistance, résilience, de quoi, à quoi et pourquoi. Et qu'est-ce que la résilience, enfin, la notion de résilience a changé dans nos pratiques actuelles. Et là, on est parti effectivement d'un texte, donc d'une idée de Denis Meadows, qui disait effectivement de toute façon les crises ou les catastrophes, c'est inéluctable, il y en aura forcément, je dirais, sans parler de il y en aura plus, il y en aura moins, mais il y en aura forcément dans le futur. Et donc, quelque part, c'est un peu même une sorte de pavé dans la mare. Est-ce qu'il est trop tard pour la ville durable ? Et donc cet aspect donc, des crises qui vont arriver, c'est à prendre en compte effectivement. Donc on va savoir comment on va agir en conséquence, comment est-ce qu'on peut agir en sachant que de toute façon ces crises sont inévitables. Donc là je vais demander à Eric et à Alonso de me donner un coup de main pour expliquer un petit peu plus ce qu'on appelle effectivement travailler sur la permanence de la forme versus l'obsolescence technique. Je me permets de te passer le micro. Oui, explique ton idée. Oui, c'était difficile de rassembler sur tous ces mots, mais sur le premier point, la permanence de la forme, il a été question, beaucoup on le verra plus tard, de la multifonctionnalité qui était souvent préconisée pour faire face à différentes situations. Et c'est vrai que j'avais cité l'exemple que tout le monde connaît bien, du pont du Gard, qui est d'abord aqueduc jusqu'au 5e siècle. Il n'est plus aqueduc après, pourtant la forme reste. Il devient pont. Aujourd'hui, ce n'est pas un pont, c'est un monument historique. Donc, en gros, la capacité qu'ont certaines formes construites à survivre à leur fonction initiale, hein, à l'inverse de certaines solutions techniques qui, elles, sont soumises à l'obsolescence. Et puis, la question alors, sur la ville durable et la ville résiliente, j'ai aussi parlé de ce qui s'était passé à l'école d'architecture. C'est par exemple des questions énergétiques dans le paradigme durable. C'était à l'échelle du bâtiment, c'est admettons résoudre les ponts thermiques, alors qu'aujourd'hui, par exemple, le paradigme de la résilience consiste à penser comment on fait de l'architecture sans utiliser du sable, par exemple. C'est une façon un peu plus systémique de se poser ces questions-là. Et puis sur le chêne et le roseau, donc on m'a demandé de devoir l'expliquer parce que tout le monde n'est pas censé connaître cette fable de La Fontaine, mais c'était de se dire que vraisemblablement par rapport à la question de la robustesse qui devait malgré tout exister dans un paradigme résilient, malgré tout, il y a certaines choses qui devraient être robustes, mais peut-être arriver à penser à un aménagement de l'espace qui combine des aspects, des constructions, des systèmes robustes et peut-être plus que certaines le sont aujourd'hui, avec par contre des éléments qui sont beaucoup plus fragiles, soumis au risque, etc., plus roseaux, hein, voilà, pour expliciter ces métaphores. Merci beaucoup Eric. Voilà, et tout. Donc effectivement aussi pareil, donc d'autres notions sur lesquelles on a pu échanger, c'est aussi une vision systémique de la gestion des risques et de l'adaptation au changement climatique. Et puis surtout, c'est que vraiment une approche nécessaire multisystème et multi-acteurs par rapport effectivement à ces aspects de résistance et de résilience au niveau des villes. Donc toujours un peu dans les quelques idées, nous avons préféré, comme je dis ici, lister un peu les idées qu'on a par rapport aux différents thèmes que nous avons identifiés, les idées qui ont pu être débattues, plutôt que d'essayer de les classer par sous-thème, d'autant plus que certains recouvraient, ou du moins étaient quand même intrinsèques à plusieurs thèmes. Donc effectivement, c'est l'aspect également importance
des systèmes connectés. Donc, c'est effectivement tous les aspects effectivement, de connexion. On disait qu'effectivement, c'est une partie de tout ce qu'on fait en connexion au niveau de la connectique pour être consacré, je veux dire, pour aider, pour effectivement prévenir les risques, donc, et travailler pour la résilience, ça serait vraiment très bien. La ville n'est pas isolée d'un territoire, donc vraiment en insistant sur le lien entre ville et territoire. Multifonctionnalisation des infrastructures pour leur permettre de délivrer un service indépendant des aléas, quels qu'ils soient. Donc, comme je veux dire, on n'est pas resté que sur l'aléa climatique, on a vu également d'autres aléas, notamment les aléas sismiques et autres. Meilleure gestion des espaces publics et adaptation des besoins en restant vertueux. Aussi, c'est pareil, il faut que le comportement, les comportements des individus, il faut quelque part qu'il y ait une certaine vertu, une certaine vertu du comportement des individus qui vivent effectivement ces événements qui vont conduire effectivement à la résilience. On réinsiste sur les apports du numérique, les aspects donc de modélisation, de prédiction, d'information en temps réel. C'est très important au niveau des aspects donc du numérique. Utilité des réseaux sociaux, on pense effectivement à ce qui se passe lorsqu'il y a une catastrophe, d'avoir effectivement les réseaux sociaux. Et on s'est posé la question, effectivement, est-ce que les réseaux sociaux étaient toujours très utiles, c'est-à-dire vraiment, vous allez vraiment nous aider, ou est-ce que parfois c'était pas aussi un peu l'ennemi du bien. Donc, donc il y a tout un débat sur l'aspect donc utilité des réseaux sociaux. Risque, analyse, acceptabilité, c'est-à-dire impact de l'événement. On a longtemps débattu évidemment de ce qui se passe actuellement, notamment avec la neige. C'est en gros de se dire effectivement, oui, effectivement, il y a eu des gens bloqués sur la ligne 118, oui, effectivement, il y a eu plein de problèmes et tout. Mais quand Guillaume Pépi se félicite que 80% des transports aient pu finalement fonctionner, c'est ça un peu la notion, pas une notion d'impact, se dire effectivement, de toute façon, oui, effectivement, il y a quand même, on calcule quand même un impact limité, je veux dire, sur les aspects effectivement d'événements climatiques. Il y a aussi pareil tout un débat sur on avait donc une feuille de route pour l'atelier avec une définition de la catastrophe donc par le CGDD et effectivement oui, je vais me dépêcher, donc on n'était pas tout à fait d'accord sur la définition CGDD, donc les aspects solidarité et puis on a parlé aussi beaucoup bien entendu des ressources eau, sol, énergie. Et puis en termes d'action, parce qu'on n'est pas resté uniquement sur des questions, alors juste effectivement, on essaie de voir un petit peu, c'est en termes au niveau du campus Descartes, pour y avoir une sorte quelque part une sorte d'action par rapport à la résilience, en sorte de living lab. Et notamment, ce qui nous a vraiment, pour essayer d'aller le plus vite possible, ce qui a vraiment marqué, c'est qu'on a eu un échange entre nous et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs initiatives au niveau du campus. Notamment, on a parlé, alors j'ai plus le nom en tête, c'est Frédéric Bourquin qui l'évoquait, d'une construction qui s'était faite donc en bois et béton sur le campus, donc avec Vinci. Enfin, plusieurs ont été évoqués et on s'est retrouvés entre nous à se dire, on n'en avait jamais entendu parler. Il n'y avait pas eu d'échange et tout. Et on s'est dit, c'est quand même dommage. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des choses qui existent. Et il y a un problème vraiment de circulation de l'information. Et au-delà même de la circulation de l'information, de dissémination de cette information et de prise en compte vraiment de ces expériences et expérimentations au service de la résilience. Je me dépêche. Donc l'importance de créer du lien social également. On s'est rendu compte que c'est important. Ça va rejoindre aussi l'aspect de solidarité qu'on a évoqué précédemment, vraiment qui est effectivement sur ce campus également des aspects, effectivement, quel que soit. On parle plus de nos travaux de recherche, mais effectivement, qui est effectivement du lien donc, au sein du campus. Des aspects aménagement du territoire, proposition de services, éducation et formation. Et puis, tous les participants ont insisté lourdement et fortement sur l'engagement des parties prenantes, et notamment par rapport aux actions et au Living Lab qu'on souhaite mener sur ce domaine au niveau du campus. Donc je ne sais pas si mes collègues souhaitent apporter des précisions ou des compléments par rapport à ce que j'ai essayé de présenter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc on appelle maintenant quelle évolution des techniques, matériaux et structures à l'ère du numérique. Donc, le groupe de Jean-Aimé Chou et Marc de Fouquier.
Bonjour à tous. Je suis là pour présenter le retour du... Si ça se branche. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans cet atelier technique, matériaux et structures à l'ère du numérique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé un tableau un peu nos post-it virtuels les uns après les autres, et on va retracer un peu cette réflexion qu'il y a eu. Donc on était une dizaine de participants, un peu moins. Alors surtout IFSTAR, donc surtout des labos matériaux, et 3 personnes ici de l'EAVT. Donc c'était un peu une rencontre en tête-à-tête IFSTAR-EAVT, mais ça permet quand même déjà de mieux se connaître, ce qui est une très bonne chose. Et donc, on a fait un peu le tour en regardant un peu les mots-clés de chacun. Du côté école d'architecture, il y a l'expérimentation, la simulation, les données, la sociologie. Côté IFSTAR, on avait notamment du laboratoire Navier, la méthodologie, la structure, la science des matériaux. Beaucoup sur le vieillissement, la durabilité, notamment avec Teddy Fenchong ici, qui est toujours ici. Et le recyclage du béton, c'est des sujets qui vont être assez importants. François Tout-le-Monde, avec notamment les pathologies, la durabilité du béton, Jean-Michel Torrenti, et Monsef Drissi-Apti, qui est de l'IFSTAR Nantes, et notamment la composition aussi de systèmes structurels, de panneaux de façade notamment, et de panneaux sandwich, donc avec la proposition, si ça se trouve, de réalisation de maisons test ou de systèmes constructifs test à base de squelettes bois. Enfin, on a discuté de beaucoup de choses. Et ensuite, du coup, on s'est intéressé à qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, notamment, on est parti de l'enseignement parce que, notamment Jean-Michel Torrenti partit beaucoup à l'enseignement. Il disait que l'IFSTAR aussi était intéressé de construire des workshops intensifs, par exemple sur certaines questions matériaux, notamment avec l'utilisation des installations. Il y avait une dalle de chargement assez impressionnante apparemment dans les locaux là-bas. Mais que ces formes d'enseignement débouchaient forcément sur la recherche avec la construction de projets en commun. Et on a défini un peu les sujets, donc notamment en premier lieu matériaux, avec un enseignement généraliste dédié aux étudiants, des PFE potentiellement à faire ensemble, des sujets de stage à proposer, et notamment des solutions. Alors il parlait de mobilier urbain et d'économie circulaire, mais on a aussi beaucoup parlé de durabilité, ce qui est un point assez important aujourd'hui d'introduire dans l'enseignement, notamment aussi de la compréhension des matériaux en architecture, la durabilité des matériaux de construction, notamment avec la sensibilisation des étudiants architectes qui n'ont pas forcément cette vision à long terme du matériau, mais aussi la compréhension de l'investigation et des caractérisations de ces matériaux, les relations avec le CSTB, notamment qui est aussi sur site, ou encore le LRMH, donc le laboratoire de recherche des monuments historiques, avec qui l'IFSTAR a quelques contacts aussi, notamment par François Tout-le-Monde. Mais du coup, on s'est posé aussi la question de comment concevoir pour permettre les évolutions du bâti, donc au travers des questions de la préfabrication et de la définition d'un cahier des charges commun autour de sujets à mettre en place, de l'efficacité thermique, et aussi de la route de 5e génération, qui est un sujet qui a lieu pas très loin. Ça, j'ai découvert ça aussi durant ces journées-là, avec la notion notamment de récupération d'énergie et de compréhension de la route comme un réseau énergétique, tout autant qu'un réseau de mobilité, avec la récupération des frôlements pneus-routes, mais aussi d'autres éléments de valorisation des réseaux et d'évolution des réseaux qui sont importants et qui peuvent aussi être intéressants dans une collaboration avec l'école d'architecture de la ville et des territoires. Et donc tout ça a débouché sur une sorte de notion de création d'un laboratoire commun, où en tout cas on ne voulait pas non plus trop définir la chose avant même de l'avoir faite, mais en tout cas d'une structure intégrée, matériaux, structure, architecture et numérique, en regroupant bien sûr tous les agents de la future université cible, sur les thèmes de la durabilité, l'efficacité thermique, la structure, l'hygrothermique, l'économie circulaire, la mise en œuvre des matériaux, les nouveaux outils numériques, et donc la création aussi en lien avec un centre numérique. Et du coup, on serait amené à proposer des pistes d'enseignement. Alors on s'est dit que de toute façon ça pouvait se faire de toute façon tout de suite en dehors de l'UCIBL,
C'est des choses, on s'est dit, ben, tiens, on pourrait proposer dès le semestre prochain, en tout cas entre l'IFSTAR et l'école d'architecture, des projets sur l'enseignement, mais aussi des projets de recherche, des thèses potentiellement qui pourraient être mises en place. On pense notamment à matière à penser, structure, architecture et IFSTAR. Des sujets de stage, ils se sont montrés intéressés par exemple par le profil des étudiants ingénieurs architectes qui justement apportent une diversité dans la compréhension de l'environnement bâti. Et on a parlé de projets tremplins aussi, que potentiellement c'était un peu passé comme ça rapidement, mais que c'est des choses qui potentiellement avaient qui avaient beaucoup de potentiel justement dans cette relation-là. Donc voilà, c'est un peu le résumé de notre cheminement intellectuel, mais on est confiant qu'il peut y avoir des choses, en tout cas entre ces deux établissements, qui peuvent se faire rapidement. Et en plus, on a mieux compris aussi le fonctionnement du laboratoire Navier, avec qui on a beaucoup de relations, notamment entre la formation structure architecture et l'école des ponts. Et du coup, que Navier était partie intégrante de l'IFSTAR, et donc que forcément faisait aussi partie de l'USCIBL à terme. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la restitution du groupe Transition écologique énergétique, et après on vous proposera de faire une courte pause, en tout cas pour vous laisser le temps de poser des questions s'il y en a. Oui, bonjour. Donc je suis Michel André, je suis directeur de recherche à l'IFSTAR, et j'ai la charge de rapporter sur cet atelier animé, initié par Jean-François Blassel et Raphaël Ménard, qui portait sur la transition écologique énergétique, architecture, ville et territoire pour son titre. En fait, grosso modo, la problématique en début d'atelier, c'était s'intéresser au triptyque climat, énergie, matière, avec des visées sur les enjeux métaboliques des territoires, des zones denses, et dans une vision prospective. Les objectifs et attentes qu'on a essayé tout de suite de concrétiser dès le début pour savoir où on allait, c'est peut-être des actions concrètes pour le campus, pour les bâtiments, peut-être des idées de recherche, suivi d'ingénierie éventuellement, et puis au-delà de l'atelier, pour ne pas en rester au seul produit de l'atelier, une réflexion sur la ville de demain, et prolongée justement dans le cadre d'autres séminaires, dont celui de Marseille auquel je vous invite, et prolongation au-delà des séminaires dans des groupes de travail, de réflexion sur ce dont on va discuter maintenant. Alors on est parti d'un certain nombre de constats et d'enjeux que j'ai essayé de récapituler sous forme de chapitres, parce que finalement ça part dans tous les sens. Bon, d'abord une grosse problématique qui est celle de l'immobilier de l'USCIBL. On a des bâtiments qui sont en échec de performance, des gouffres énergétiques, je ne vous dis pas les mots qui ont été dits. On a lié sans doute pas seulement aux performances physiques, mais aussi à la mauvaise utilisation, l'entretien, les comportements, et à un manque d'appropriation de la problématique énergétique par les étudiants, les personnels, etc. Une autre remarque sur le site, c'est le campus. Finalement, pas tant de vie de campus que ça, un manque d'accessibilité, de mobilité qui favoriserait les échanges d'étudiants, qui sont eux-mêmes vecteurs de beaucoup de connaissances, qui souvent en savent plus sur les installations, les sites expérimentaux du site que leurs enseignants. Donc, peut-être nécessité de capitaliser là-dessus. Et puis bon, on en est revenu quand même au sujet, je l'ai mis en troisième, l'urgence climatique. Certains, particulièrement d'ici, postulent que c'est le défi majeur. Bon, on a quand même convenu qu'il pouvait y avoir d'autres interactions, qu'il ne fallait pas les oublier, d'autres atteintes à l'environnement, qu'il ne fallait pas les oublier. Toujours dans le rôle dans les constats, par rapport à cette urgence climatique et environnementale, un rôle prépondérant et une lacune en termes d'information scientifique. D'abord, une perception des changements climatiques qui n'est pas évidente, par les citoyens en particulier. Que fait-on pour informer les citoyens? Et puis, un constat plus large, d'ailleurs, qui dépasse
le seul changement climatique, un manque, une perte de référents pour l'information scientifique, pour l'expertise scientifique, et même finalement un constat de difficulté de représentation de ce qu'on est nous-mêmes, hein, c'est-à-dire quelles sont nos compétences, nos disciplines, qui sont des experts qui seraient capables d'apporter des informations sur le climat et d'autres problématiques. Alors on a des problématiques voisines de recherche, hein, où des enjeux de pluridisciplinarité pourraient être intéressants, d'occupation, d'usage, de comportement, de population, etc. Et puis on a découvert aussi, comme je l'ai entendu précédemment, que finalement on avait des moyens expérimentaux et des initiatives à partager, Sand City, la route de 5e génération, des retours d'expérience sur l'urbain côté école d'architecture, puis une initiative sur la ville 2050 qui est une approche pluridisciplinaire de la ville, qui est pour l'instant une initiative purement IFSTAR, mais qui a vocation à s'élargir. Donc des propositions, ça va être quoi? Ça va être d'abord au niveau du campus, hein, au niveau des bâtiments de l'université cible, s'en servir comme prétexte à réflexion, prétexte à travaux pour économie d'énergie, économie de budget. Hein. Pourquoi pas un objet d'étude, analyse pathologique des bâtiments par exemple, hein, et surtout capitaliser sur le retour d'expérience, pourquoi ces bâtiments sont si mauvais en termes de performance. Et puis pourquoi pas, ça pourrait aussi être ouvrir à des pistes de recherche pour d'autres types de locaux que je ne vais pas détailler ici. Alors l'urgence climatique, la proposition majeure qui est faite, c'est que l'UCIB devrait être porteur d'un discours fort, objectif, bien sûr, hein, pas idéologique, sur le climat, sur l'énergie, alors dans l'enseignement, mais aussi sous forme de synthèse pour le grand public. Donc là, on retrouve l'idée d'organiser et valoriser l'expertise scientifique et nos compétences de telle manière à ce que finalement ce discours soit porté. Développer la responsabilité humaine collective à l'échelle du site, devoir d'exemplarité de l'UCIB qui a été souvent évoqué. Et bon, tout ça nous a conduit à proposer ce qu'on a appelé un manifeste, une charte, un engagement de l'UCIB sur ces questions de climat, énergie, matière, atteinte à l'environnement, qui serait porteur de valeurs, hein, d'identité, valeurs du site, de l'UCIB sur ces questions. Dernière proposition, par rapport à tout ce qu'on a évoqué en termes de vie de campus, finalement a émergé une notion de lieu central, hein, virtuel ou physique, et physique, hein, du campus en espace et en temps, qui serait un lieu d'échange favorisant la culture, le savoir, le retour d'expérience sur les succès et aussi les échecs, mise à disposition de documentaires, etc. Tout ce qu'on peut imaginer là derrière, hein, et vu sous l'angle des architectes comme une connexion d'espace spécifique favorisant les rencontres fortuites. Cette idée de lieu central sur l'UCIB a été, sur le campus en l'occurrence, hein, bon, même s'il faut aussi tenir compte des sites distants, a été aussi un peu extrapolée à la future gare qui devrait être par ici et qui pourrait être aussi un nœud important d'échanges non programmés et en particulier avec le grand public. Et puis sur le volet recherche, bon, on a parlé de solutions techniques qui n'étaient pas forcément satisfaisantes et donc on a aussi évoqué la question de la rupture des solutions techniques. On a parlé des nudges qui pouvaient être vecteurs de changement des comportements et puis cette idée d'approche interdisciplinaire de la ville, transversale aux établissements qui pourrait être poursuivie dans le cadre de différents séminaires du projet fédérateur Ville 2050 et conduire à des appels à projets de l'ICIT Futur, entre autres. Hein. Et tout ça est à suivre dans les prochains séminaires sur la ville. Voilà. Pardon? Je ne prendrai pas la diversité. L'incitation. C'est les petits machins de tous les côtés là, qui nous incitent à ne pas oublier quelque chose. La première question a été posée. Non, mais on va faire juste une mini pause de questions parce que l'on a eu plusieurs thématiques qui se rejoignent. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Il y en a une, oui, oui. Est-ce qu'il y en a des questions? Non, donc il n'y a pas de questions. Pas de remarques particulières d'engouement affiché. Alors. Je voudrais juste dire que finalement, des pistes qui ont été évoquées chez nous sur la notion d'échange, je les ai entendues dans d'autres. Et donc finalement, les différents ateliers
conclut à peut-être cette lacune. Il faudrait peut-être faire le bilan de ce qui est dit dans les différents ateliers et qui converge par-delà les ateliers. Peut-être l'idée que, effectivement, nous rédigions collectivement un manifeste qu'on pourra peut-être signer dès que l'université est fondée, manifeste qui nous permettrait de décrire les objectifs qu'on partage, les points de vue qu'on partage et ce qu'on souhaite faire, plutôt que de façon à ce qu'on ait réellement, qu'on matérialise les convergences, effectivement, dont les récentes restitutions viennent de nous montrer qu'elles existent. Donc ce serait une façon de le cristalliser. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette notion de partage de valeurs peut-être communes à la Futuricible? Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette idée qui est évoquée. Qui est contre? Qui est contre? Voilà, levez la main et on débat. Bon, mais comme tout le monde semble à peu près d'accord, on va suivre. On va continuer donc avec comment contribuer au développement du projet professionnel de l'étudiant. Bonjour, Joël Balluet, je représente, moi je travaille à l'IFSTAR à Nantes, et puis je suis accompagné de Sylvie Fay de l'AVT. Donc pour moi, je suis un peu ému parce que du coup, je connaissais absolument pas du tout le domaine du projet professionnel de l'étudiant. Je suis allé à cet atelier pour découvrir beaucoup de choses et me voilà rapporteur, donc accepter que je puisse faire 2-3 petites erreurs ou que je lui demande conseil sur ce que je vais dire. Je serai assez bref, c'est moi qui vais faire la présentation un peu de l'atelier. C'était un petit groupe, on était 9, donc 6 personnes de l'AVT, 2 de l'IFSTAR et 1 de la NSG, ce qui a eu pour conséquence un petit peu de limiter l'exercice, puisque ça représentait que 3 structures sur 6, et on avait notamment l'absence de l'UPEM. Donc pour les infos concernant ces 3 établissements, on aurait aimé avoir leur retour, parce que probablement qu'ils ont peut-être des outils, peut-être des structures en place concernant justement l'accompagnement de l'étudiant dans son projet professionnel. Donc on a fait avec ce qu'on a pu au regard de nos 3 établissements, mais c'est une restitution qui est assez limitée du coup dans le potentiel que représente notre futur établissement. Parmi les présents, donc, il y avait notamment en plus une structure sans étudiants, puisque l'IFSTAR dont je fais partie, nous n'avons pas d'étudiants, mais nous avons des doctorants. Donc ça a été évoqué, et grâce un peu à la présence quand même de Jean-Luc Clément, le fait qu'il ait pu parler et bien enrichir le débat concernant la partie doctorant, fait qu'ils ont bien été intégrés dans le développement justement de ce type de problématique. Par contre, parmi les bienfaits de l'exercice, c'est une connaissance réciproque et effective. Comme on n'était pas beaucoup, on a pu beaucoup parler, ça a beaucoup débordé, et c'était très très intéressant et enrichissant. Parfois un petit peu difficile même à cadrer, parce qu'il fallait qu'on revienne sur notre sujet. On a eu une perception assez intéressante du potentiel offert par la nouvelle université et la diversité des partenaires. Donc le fait de se regrouper, ça élargit beaucoup le champ des possibles par rapport aux connexions qu'ont chaque établissement en propre avec soit des partenaires institutionnels ou voire des entreprises. Donc dans le cadre d'accompagnement de projets professionnels pour des étudiants ou des doctorants, du coup, je le rajoute, le fait de se regrouper élargit ce champ et cette possibilité de connexion. Enfin, ça nous a permis aussi de voir qu'on va pouvoir penser à des projets communs à une échelle différente. On ne sera plus tout petit chacun dans son coin, mais on va être beaucoup. Et sur différents sites géographiques d'autre part, donc c'était pas mal. Voilà, je passe le micro à ma collègue qui va poursuivre sur ce que l'on a pu dire sur le sujet. On a essayé de travailler ensuite sur des pistes d'action. Alors on est resté un petit peu sur notre faim, dans le sens où l'UPEM notamment, qui était notre plus gros partenaire, était absent et aurait pu nous amener beaucoup dans dans tout ce qui était leur façon
traiter du projet professionnel et de l'accompagnement des étudiants. Donc, et doctorants, tout à fait, et doctorants. Donc du coup, on avait retenu quelques pistes d'action comme généraliser le suivi du devenir professionnel des diplômés. C'est vrai qu'on a des statistiques qui sont faites notamment par le biais d'observatoires, mais on n'a peut-être pas des choses assez précises sur ces statistiques. Il faudrait peut-être les généraliser, mais prendre le temps de pouvoir le faire avec l'ensemble des diplômés et de façon très régulière pour pouvoir gérer et savoir ce que deviennent, quitte même à ce que ce suivi du devenir professionnel puisse même jouer également sur, à la limite, le parcours pédagogique de l'étudiant et le réajuster si besoin, en profitant même sur le campus d'offres de formation qui existent, mais peut-être réajuster en fonction éventuellement des besoins du marché. Impliquer aussi les anciens élèves dans la transmission et la remontée d'informations, notamment sur leur propre insertion et les différents métiers qu'ils peuvent occuper après l'obtention du diplôme, quel qu'il soit, parce qu'on sort avec un diplôme, on n'exerce pas forcément le métier pour lequel on s'est formé. Donc c'est intéressant de voir et d'avoir ce retour de la part des anciens élèves pour pouvoir éventuellement en parler et qui transmettent leur façon de s'intégrer dans la société aux futurs étudiants ou aux étudiants qui sont en formation. On a ensuite pris comme piste d'action d'accompagner l'immersion professionnelle pendant les études. Et là, ça a été traité notamment au niveau des stages et les possibles qui s'ouvrent, notamment avec l'IFSTAR, les choses comme ça, dans le parcours professionnel, au niveau du choix des stages de nos étudiants dans leur parcours professionnel, ce soit à la limite plus axé vers leur devenir professionnel. Donc que ce soit vraiment un choix, mais pas forcément de l'étudiant, mais en concertation avec les enseignants qui les orienteraient dans leur stage pour pouvoir qu'ils aient un parcours professionnalisant cohérent en choisissant des stages qui leur serviront réellement, notamment dans le cadre de la césure qui se développe de plus en plus. C'est vrai que préparer bien en amont cette césure avec un réel projet professionnel, avec des enseignants qui pourraient les aider justement à préparer cette césure, qui leur permettrait après soit de partir dans un master qui leur convient le mieux, mais également aussi qui leur servent dans leur avenir professionnel. En ce qui concerne également le projet professionnel des étudiants, ce serait aussi les aider à la découverte des métiers pendant leur cursus, notamment pour les étudiants qui souhaitent se réorienter en premier cycle. C'est vrai qu'on a, à notre échelle, on sait qu'au niveau de l'UPEM, il y a apparemment un centre d'information et d'orientation qui est très développé, auquel on n'a pas forcément accès. Donc pour réorienter nos étudiants, c'est vrai que c'est à notre petite échelle. Ce serait peut-être bien qu'on puisse le faire de façon plus précise en s'appuyant sur le campus et réorienter nos étudiants de façon intelligente et cohérente dès le premier cycle si nécessaire, avant même la fin de la licence s'ils ne l'obtiennent pas, mais aussi pousser plus la réflexion sur le projet professionnel et le choix du deuxième cycle, notamment chez nous. Entre le premier et le deuxième cycle, les étudiants vont être amenés à choisir un master et peut-être les aider plus à s'orienter sur le master qui leur convient le mieux. Donc, avec la nouvelle université, donc on avait pensé éventuellement créer des synergies. Il faut vraiment créer des synergies entre les établissements, en encourageant la porosité entre les cursus et les établissements dans la formation des étudiants, de développer des événements partagés, des forums des métiers communs, de renforcer la connaissance réciproque au niveau des formations. C'est vrai qu'on ne connaît pas du tout les formations, ou alors c'est à la marge, mais on ne connaît pas les autres formations. Communiquer beaucoup plus et valoriser les actions à l'échelle de l'université, des différents établissements, mutualiser les ressources de conseil, notamment avec le centre d'information et d'orientation, mais certainement d'autres ressources qui existent qu'on ne connaît pas puisqu'on n'a pas pu les découvrir. Et au niveau de la création d'entreprises, pouvoir recenser les dispositifs existants d'aide à la création d'entreprises, créer des dispositifs communs aux établissements ou mutualiser des aspects de dispositifs pour renforcer l'attractivité et favoriser la multidisciplinarité. Donc c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas pu lister ce qui existait sur le campus, faute de combattants.
Voilà, bon, merci. Donc, on va passer donc à comment créer une formation transcomposante. Et je vais jouer le rôle de rapporteur. C'est pas celui-là. Je sais pas lequel c'est en fait. Ouais, c'est celui-là. Donc si quelqu'un veut me chronométrer, il n'y a pas de problème, je risque d'être longue aussi, comme tout le monde. Alors, donc nous avons travaillé sur cette question, comment créer une formation transcomposante dans un groupe de travail assez restreint également, dans lequel étaient représentés les AVT, le NSG, l'IFSTAR et l'UPEM pour une partie de l'atelier. Donc c'est quand même un joli panel. Et donc un atelier animé par Pierre-Yves Ardouin, qui nous a montré sa capacité à bien préparer un atelier, qui a vraiment été super. Voilà, donc on s'est déjà posé la question de ce qu'était une composante. Donc on a déduit qu'une composante de formation, c'était un établissement, une partie d'établissement dotée d'une certaine autonomie de gestion. Et on a donc dénombré 16 composantes de formation, 12 qui appartiennent à l'UPEM, plus 4 établissements qui dispensent des formations. On a fait un état des lieux en fait, et donc on constate qu'il y a déjà pas mal de formations transcomposantes qui existent. Donc on ne va pas vous les lister ici. Et donc il y a par exemple des diplômes universitaires co-accrédités, des masters spécialisés, etc. Ce qu'on constate, c'est que la création de l'UCIB doit favoriser le développement de ces formations avec différents objectifs. Donc un cadre administratif très simple, enfin simplifié au possible pour éviter la multiplication de conventions, etc. Des programmes qui soient articulés sur les nouveaux besoins autour de la ville durable, puisqu'on pense que le projet est aussi quelque part une opportunité, ce projet du cible, pour réfléchir à de nouveaux métiers. Donc pourquoi pas profiter de nos compétences partagées pour y répondre. Ça doit aussi permettre une visibilité internationale par le biais de formations coordonnées autour d'une thématique et le développement d'un sentiment d'appartenance à l'université cible, puisque le fait de créer une nouvelle formation transcomposante au nom de l'UCIBL peut atteindre cet objectif. Alors, on a réfléchi à 4 hypothèses, 4 déclinaisons qui peuvent être à la fois des véritables formations et d'autres sont plutôt des enseignements. Donc il y a différents niveaux, on va dire. Donc la première, ce serait une année de licence 1 interdisciplinaire qui associe des enseignements fondamentaux et des enseignements représentatifs des différentes spécialités présentes au sein de l'université. Donc je vais la développer après, donc on n'en parle pas plus pour l'instant. La seconde déclinaison, ce serait de favoriser le partage autour de travaux, en fait, de projets, des travaux de fin d'études, par exemple, pluridisciplinaires, qui pourraient mobiliser les différentes composantes. Par exemple, on a remarqué ici, à l'école d'architecture, qu'autour de projets sur le séminaire Matière à penser, il y avait eu des besoins, par exemple, de développer des applications. Là, on pense à l'ESIer. Donc voilà, on voit très bien que sur des projets, il y a une complémentarité possible. Une autre déclinaison envisageable, ce serait celle des summer schools, qui pourrait plutôt développer le côté visibilité internationale de l'UCIBL aussi, en proposant à travers les différentes thématiques de chaque établissement des formations transverses et qui pourraient également générer des ressources propres pour l'UCIBL, et puis des actions de diffusion de connaissances à l'ensemble de la population. Donc là, on a aussi cette idée de l'université populaire ouverte sur la ville et ouverte sur le territoire, qui est une piste intéressante à explorer, nous semble-t-il. Voilà, donc on a approfondi la première proposition qui donc proposerait un niveau de Bac plus 1, donc soit sous la forme d'une licence 1, soit sous la forme d'une classe préparatoire, et qui serait en fait quelque part une sorte de cursus accessible aux élèves indécis, mais intéressés par la thématique de l'ICIT, et un programme spécifique qui associe donc à la fois un accompagnement par des enseignements adaptés au public recruté,
avec des visites, des temps d'échange et des rencontres avec les professionnels. Donc là, c'est par exemple ce qu'on... Pardon, je me perds un petit peu. Donc on aurait par exemple une classe d'élèves qui ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire après le bac. Ils sont un petit peu perdus et finalement ils décident de venir dans l'UCIBL découvrir sur la Cité des Cartes, un petit peu venir butiner dans chacun des établissements et pouvoir trouver un petit peu leur voie. On va vous montrer, on a fait un flyer pour cette future formation juste après. Et donc il y aurait un temps d'accompagnement vraiment adapté à ce public-là indécis et puis des cours et des projets avec d'autres élèves dans les différents établissements d'enseignement. Donc le recrutement, donc il y aurait forcément une visibilité de cette licence ou classe préparatoire sur Parcoursup, une communication locale très forte puisqu'il y a une volonté de s'articuler au territoire, de permettre à des élèves indécis ou pas forcément au niveau après le bac de pouvoir aussi intégrer les établissements. Donc on communiquerait via les JPO, dans les lycées, auprès des conseillers d'orientation. En termes d'organisation, il y aurait besoin d'un lieu d'hébergement type la Centrif et d'un tutorat dédié avec un coordinateur pédagogique. Donc il y a forcément des moyens dédiés. L'articulation est posée, l'articulation possible avec les maisons Fratelli est posée. Donc c'est un programme qui accompagne déjà des jeunes en difficulté, qui leur offre des tutorats, mentorats pédagogiques et qui les accompagne dans des projets. Donc ça pourrait s'articuler déjà à cette offre existante. Et donc l'idée, c'est aussi en termes d'organisation de réussir à co-construire un programme commun et d'adapter les emplois du temps de chacun. Donc il y a vraiment un investissement de chaque établissement assez fort pour pouvoir monter ce programme. Il y aurait forcément des droits d'inscription, mais que nous souhaiterions qu'ils soient calqués en fait, sur les droits d'inscription universitaires, parce que c'est une formation qui se voudrait non excluante. Et donc le modèle économique, forcément, il doit être basé sur, on va dire, l'équilibre entre cette formation et peut-être des formations qui génèrent des fonds propres, type Summer School, master spécialisé. Donc c'est là où on voit un petit peu que les 4 hypothèses présentées au début peuvent s'équilibrer. En termes d'effectifs, on pense que ce serait intéressant de démarrer prudemment. Donc de toute façon, c'est une classe qui serait assez accompagnée, donc 20 étudiants, pourquoi pas, c'est une hypothèse, et puis évaluer un petit peu le taux d'insertion dans les différents cursus proposés. Donc il y aurait différents débouchés, soit une première ou deuxième année de BTS, DUT ou équivalent, soit une L1 ou L2, selon le niveau, puisqu'on proposerait en fait à la fin de cette formation de passer un examen pour obtenir un diplôme universitaire. Donc soit la personne peut continuer si elle a trouvé effectivement sa voie, soit elle peut passer un DU professionnel et puis rentrer dans la vie professionnelle avec déjà une connaissance des métiers de la ville de demain. Voilà, donc les risques, forcément, il y en a. C'est comment on arrive à expliciter les critères de sélection des étudiants à l'entrée, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir forcément que des élèves défavorisés, mais aussi des élèves indécis. Enfin, il faudrait qu'il y ait une sorte de mixité dans cette classe pour qu'elle soit riche et intéressante. Il y a un risque aussi qui est celui que quelque part ce DU joue le rôle de passerelle pour... il n'y a plus de temps ? Une minute. Joue un rôle de passerelle pour que les étudiants veuillent tous aller dans la même composante. Donc ça, c'est un risque aussi que ce ne soit pas juste une passerelle, que ce soit vraiment une découverte de tous les univers. Voilà, il faut que ce DU il soit aussi lisible, qu'on comprenne vraiment ce qu'on y fait. Et le risque, c'est aussi pour certains étudiants, quelque part, d'allonger leur parcours. Mais ça, on était dans le questionnement, est-ce que c'est vraiment un risque ? Les opportunités, forcément, c'est de pouvoir développer ce sentiment d'appartenance à l'UCIBL, puisqu'on vient créer une formation transcomposante propre. C'est aussi d'être en cohérence avec les objectifs affichés par le gouvernement de la réussite pour tous, donc c'est d'avoir une formation qui s'ouvre aussi à son territoire. C'est l'opportunité pour l'IFSTAR de participer à cette formation en proposant notamment des visites et qu'il n'y ait pas
seulement des cours ou du projet, mais qui est aussi une ouverture au monde professionnel. Et enfin, l'opportunité, c'est d'approfondir ces séminaires de connaissances réciproques à travers un projet pédagogique commun, si on imagine réaliser ce projet, il va falloir vraiment s'y coller très concrètement, et que ça permet vraiment de se rencontrer. Voilà, merci. Et je vous propose une petite affiche pour adhérer si vous avez des enfants qui souhaitent, jeunes bacheliers, si l'aménagement et l'urbain vous intéressent mais que vous ne savez pas comment y contribuer, vous pouvez venir dans le DU Penser la ville de demain. Voilà, petite affichette de communication, on a commencé le travail. Alors du coup, on va passer au dernier groupe, formation en ligne, innovation pédagogique, animé par Alain Dupéré. Bien, donc dernier groupe, présentation à deux voix, avec Denis de l'Essier et puis moi-même, Alain de l'ENSG. Alors, lors de cet atelier très dynamique, plein de bonne humeur et de créativité, était représenté à l'IFSTAR une personne, l'Essier 2 personnes, l'ENSAVT 2 personnes, l'ENSG, nous étions 2 ou 3. Voilà. Nous aussi, on a regretté un petit peu qu'il n'y ait personne de l'UPEM. Ça nous aurait sans doute permis d'enrichir un peu le sujet et quelqu'un de l'EIVP aussi, éventuellement. Merci. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 2 sessions de planifiées dans ces différents séminaires de connaissances réciproques. Il y en a à Villeneuve-d'Ascq. Il y avait déjà le premier atelier, innovation pédagogique, formation en ligne. Et on s'est dit, on va essayer de ne pas se raconter quand même la même chose lors de ces deux sessions. Et on a trouvé une limite, une frontière assez naturelle qui est en bas. Formation en ligne, ça peut être soit on décide de mettre des choses en ligne comme des ressources pédagogiques, de trouver des espaces où les gens peuvent trouver des choses, mais ça n'exclut pas du tout le présentiel. Et ce que nous avions traité à Villeneuve-d'Ascq, qui était plutôt l'enseignement numérique à distance, où là, le contact présentiel est quand même réduit à sa plus simple expression. Voilà, alors nous allons, je pense, procéder de la manière suivante. On fait chacun, grosso modo, une diapositive l'un après l'autre. Alors on a voulu tout d'abord faire une typologie des publics auxquels on s'adresse, parce que lorsqu'on va évoquer des thèmes juste après, des propositions, il ne faut pas que vous imaginiez qu'elles s'appliquent à tous les publics. Donc on peut avoir des propositions différentes si on s'adresse aux étudiants présents dans nos établissements ou à des apprenants qu'on a appelés empêchés pour différentes raisons, parce qu'ils sont à l'étranger, parce qu'ils ont une activité professionnelle, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont handicapés, parce que d'autres raisons. Ou alors le public en formation initiale par rapport au public en reconversion, mise à niveau, reprise d'études. Et également, on peut s'adresser au public amont, par exemple les lycéens. Et puis, on peut aussi s'adresser aux internationaux qu'il faut faire venir dans nos établissements. Donc, les différentes propositions qui vont suivre ne s'adressent pas toutes à tous les publics. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps de structurer les propositions en grand ensemble, donc c'est peut-être un petit peu débridé comme présentation, vous allez le voir. Donc, on se dit déjà que dans une offre de formation en ligne, la première chose, c'est d'apparaître, d'être visible par les gens, pour que nos formations soient référencées, qu'on puisse communiquer sur elles. Et donc ça, on ne voit pas qu'on puisse en faire l'économie, et actuellement ça n'existe pas. Il n'y a pas de portail commun sur l'ensemble des formations de l'UCIBL. Donc le référencement, il y a des solutions techniques qui existent, qui font que si on saisit les métadonnées dans un certain format CDM par exemple, on se retrouve automatiquement moissonné par tous les moteurs de recherche, et on se retrouve sur des serveurs qui expliquent très bien ce qui existe. Et là on retrouve l'information qu'on a bien voulu saisir au niveau des métadonnées.
On s'est même pris à imaginer qu'on pourrait faire un MOOC valorisant les différents métiers qu'on peut trouver au sein de l'université cible pour tous les étudiants, tous les lycéens qui sont en train de se poser des questions sur leur orientation respective. Je crois que ça rejoint déjà des idées qui ont été obtenues par ailleurs dans d'autres groupes. Ça doit évidemment permettre d'orienter le candidat dans ses choix. On s'est dit aussi qu'il y avait actuellement il y a un marché qui est identifié comme étant très, très porteur, c'est le marché de la formation individualisée en fonction de ce qu'on a fait avant. Et pour atteindre un certain objectif de compétence, on n'a pas forcément besoin de refaire un master complet, mais on a besoin de ceci, de cela. Et cette individualisation des parcours de formation, pour l'instant, nous ne la proposons pas véritablement. Alors que de nombreux opérateurs privés sont en train de se lancer sur le marché. Donc il faut vraiment qu'on soit attentif et constructif sur ce sujet-là, parce qu'il est clair que le terrain va bientôt être occupé par des gens qui sont là pour faire de l'argent. Et si jamais ils arrivent à développer des offres qui sont intéressantes pour les apprenants, c'est une partie de l'activité de formation qui va nous passer sous le nez. Alors que nos forces actuellement, c'est qu'on peut, nous délivrons des diplômes, ils sont certifiés et accrédités, ils inspirent confiance, et il faut qu'on reste dans cette logique et qu'on essaye de la faire cohabiter avec ce que je viens de vous dire avant sur l'individualisation des parcours, et on compte bien nous aussi là-dessus sur le futur CIPEN qu'on nous annonce au sein de l'université cible. Et deuxième piste, donc ce portail commun, on vous l'a dit, on ne peut pas en faire l'économie. En particulier, j'insiste sur le dernier point, pour accéder à des ressources qui a priori resteraient là où elles sont actuellement, les ressources pédagogiques sur le serveur de l'EAVT, sur le serveur de l'ENG, celui de l'ESSIer, il faut quand même qu'on puisse construire des choses à partir de ces briques qui ne sont pas toutes au même endroit. Ça nous permettra de répondre à de vraies demandes, comme les gens qui sont en VAE et qui viennent nous voir en disant « je voudrais votre diplôme », à qui on répond « il y a encore quelques trous dans les compétences à combler, donc voilà comment il faut faire, il faut qu'on ait ça. » Et ça permettrait peut-être aussi de donner du corps aux réponses qu'on va faire avec Parcoursup, parce qu'il y a des gens à qui on va dire oui, d'autres à qui on va dire non, et on va quand même être aussi obligé de répondre oui si, oui mais, je ne sais plus quelle est la tournure, oui si tu fais quelque chose en plus, et là ça serait peut-être bien de pouvoir, grâce à l'enseignement numérique à distance, faire des choses. Et puis, donc je rappelle, très important, il y a des publics nouveaux qu'on pourra toucher grâce à cette modalité d'enseignement. Alors, l'ensemble du groupe a émis spontanément la nécessité que l'UCIB définisse une stratégie numérique, donc c'est au niveau d'une volonté politique. On peut commencer rapidement en s'appuyant sur l'existant et puis aller vers une généralisation progressive. On pense que le fait d'avoir développé une offre en ligne peut aussi profiter aux étudiants qui sont sur le site, parce que ça leur permet de travailler à certains moments différemment. Si on a des espaces adaptés, ils peuvent se servir de cette offre-là tout en venant occuper des espaces qui leur permettent de travailler hors de la présence de l'enseignant. Un des objectifs peut aussi être de diminuer le taux d'échec de nos formations en proposant des outils d'auto-évaluation. Il y a une chose qui n'est pas marquée, mais il y a les Learning Analytics qui permettent de suivre individuellement ce que font les étudiants sur les plateformes numériques et du coup individualiser l'apprentissage. Il a aussi été dit que cette stratégie numérique doit être mise en place dans un but d'amélioration du service éducatif que l'UCIB le rend, et non pas comme un pilotage uniquement budgétaire dans une idée de réduire des coûts ou des choses comme ça. Pour que cette stratégie fonctionne, il est indispensable de prévoir un fort accompagnement avec support technique et administratif et suffisamment de moyens humains pour aider, accompagner les enseignants qui voudraient se lancer là-dedans. Alors, on n'a pas pu s'empêcher, parce que nous avions Pascal Barbier avec nous, de revenir un petit peu sur le sujet de l'enseignement à distance et rappeler un certain nombre Alors, rappeler d'abord que ça fait partie de la formation en ligne, ce sujet-là, et que dedans, il y a un certain nombre de règles qu'il faut rappeler à chaque fois. C'est qu'il ne s'agit pas de remplacer par de l'enseignement à distance des choses qui ont lieu en présentiel. Peut-être parfois, il y a des choses qui sont mixtes, ce qu'on appelle le blended learning, mais il y a un équilibre et on n'est pas certain qu'il
soient identiques suivant qu'on s'adresse à des étudiants en L1 ou en M2. Enfin, même clairement, le guide n'est pas le même. Pour les enseignants, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle modalité pour enseigner, ne pas être forcément contraint par un horaire dans un emploi du temps, mais pouvoir consacrer chaque jour depuis son bureau 1 heure à un chat pour encadrer ses étudiants. C'est quelque chose de plus, de complémentaire. Encore une fois, c'est pas pour remplacer. Pour les étudiants, éventuellement, c'est bien entendu une manière de pouvoir suivre des cours alors qu'ils sont empêchés temporairement par des intempéries, en cas de maladie, lorsque le RER ne marche pas bien. Et puis, voilà, on rappelle toujours que une stratégie bien menée dans ce domaine-là fait que normalement l'enseignant ne gagne pas moins d'argent lorsqu'il fait de l'enseignement à distance. Et puis qu'en plus, ça nous permet de proposer des formations qui, de toute façon, sont moins chères au total par rapport aux formations en présentiel. On n'a plus que deux diapositives. Oui, donc un dernier aspect, c'est le rayonnement international que permet la mise en œuvre de formations en ligne et à distance. On peut commencer relativement facilement avec des formations en français, puisqu'on a évalué que si on s'intéresse qu'à la francophonie, on touche déjà 150 millions de personnes. Ensuite, on peut vouloir aussi développer des formations en anglais pour, disons, aider au développement international de l'UCIBL. Si on est censé être dans le top 10 mondial, il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait des formations en anglais. Mais il faut attaquer les deux choses de front, c'est-à-dire qu'il faut à la fois favoriser l'apprentissage du français par les étudiants étrangers qui viendraient nous voir, et également il faut aussi favoriser l'amélioration de l'anglais de nos enseignants pour qu'ils puissent aussi enseigner en anglais. Donc il faut attaquer les deux. Voilà, pour avoir une offre à la fois en français et en anglais, quoi. Voilà, si on veut rayonner, être dans le top 10. Et donc pour conclure sur le sujet, l'ensemble des établissements de l'ICIT co-organisent dans les locaux de l'ENSG le 28 et le 29 mai cette année 2 journées consacrées à la formation en ligne et plus spécifiquement à l'enseignement à distance. Et vous êtes tous cordialement invités à y participer ou à signaler cet événement à vos collègues. Voilà, on a déjà cette information au sein du groupe formation, mais je souhaitais le rappeler ici. Voilà, merci de votre attention. Merci. Je crois que nous en avons fini avec les présentations. Je vais peut-être laisser la parole à Amina Selali. Il y a peut-être des questions aussi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des souhaits? Sinon, alors je pense qu'on va clôturer ces 2 journées. Moi, je voudrais vous remercier. Voilà, j'allais dire les plus courageux sont dans la salle. Non, parce que je pense qu'il a fallu pas mal de volonté. Il ne fait pas beau. C'est lourd quand on s'engage sur 2 journées de séminaire. Je pense que ces 2 jours ont eu le mérite, en tous les cas pour l'école, de faire prendre conscience à la fois à nos enseignants, à notre personnel administratif, de la réalité des choses, parce que oui, il y a des relais, mais là, très concrètement, vous êtes là physiquement et on se rend compte qu'on a des différences, effectivement, dans les approches, mais en même temps, plein de points de convergence possibles. Je pense que, en tous les cas, du côté de l'école d'architecture, je peux le dire avec certitude pour ceux qui ont participé aux 2 journées, nous avons beaucoup apprécié de pouvoir échanger, discuter, parfois ou même assez régulièrement pas de l'UCIBL en particulier, mais se rend compte qu'on est des êtres humains. Pour beaucoup, on est sur la cité Descartes et on ne se parle pas beaucoup, donc c'est un petit peu dommage, mais il y a plein de potentiel. Avec des gens on est d'horizons très différents, mais en même temps, je pense qu'il y a possibilité de construire des choses ensemble, tout en
maintenant nos spécificités, nos singularités. L'idée, c'est pas de faire un gros magma de tout ensemble, mais voir comment on arrive à éventuellement construire une université qui, oui, effectivement, là, il était question d'excellence, de rayonnement à l'international, commencer doucement et probablement avoir de grandes ambitions. Donc je vais vous remercier, vous dire à très bientôt, ça et là, dans les prochains séminaires, ou alors en 2019, j'imagine, pour un grand raout de lancement. Voilà.